À la une de l'actualité ce dimanche, la mécanisation agricole au Faso, il faut bien y croire. Le temps est donné dans certaines communes de la région du centre-nord, un tracteur par commune, des motopompes et des intrants agricoles. Le don est du gouvernement à travers le projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du Sahel. Nous irons également à la rencontre des femmes battantes, celles qui travaillent à briser le plafond de verre. Un clin d'œil sur le sergent Mariam Zeba, une fantassine de l'armée de l'air, et le sergent-chef Ali Mata Sawadogo, technicienne en froid et climatisation, deux femmes en uniforme, chef d'équipe, vous les entendrez dans un instant. À l'international, le pape François en séjour en Irak, pays où des chrétiens sont persécutés. Le souverain pontife a rencontré le grand ayatollah chiite Ali Sistani hier pour parler paix et sécurité. Les églises évangélistes sont arrivées ici au Faso en 1921, 100 ans d'existence avec en perspective les 3 R, réforme, réveil, rayonnement. On en parlera en marge de la célébration du centenaire de l'église des assemblées de Dieu. Voilà pour le menu de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le Burkina s'engage dans l'intensification de sa production agricole par la mécanisation accrue de notre système de production. Un pas est franchi dans le centre-nord. 4 communes reçoivent chacune au moins un tracteur, 8 motopompes et plusieurs tonnes d'intrants agricoles. Un don du ministère de l'Agriculture à travers le projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du Sahel. La remise de ces équipements en images avec Jacques Lamissa Tarpaga. Tant bien la nouvelle corde ajoutée à son arc, la mécanisation. Le ton est donné dans la région du centre-nord pour l'intensification de la production agricole. Les communes de Bouala, Bouroum, Nasséré et Namisigma reçoivent chacune un tracteur. 8 motopompes et plusieurs tonnes d'intrants sont également remis aux producteurs. Je voudrais ici rassurer le ministère de l'Agriculture que ce matériel sera utilisé à bon escient. En ce sens que nous avons déjà mis en place un comité de gestion et il y a un calendrier justement de passage de labour qui est mis en place pour la commune de Bouala. Ces équipements et intrants agricoles sont un don du projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du Sahel. Il intervient dans 6 communes en tout et espère faire mieux. C'est vrai que nous sommes contents aujourd'hui d'obtenir des intrants, des équipements, tout cet accompagnement. Ce n'est pas pour aller dormir. Je ne dis pas qu'ils dorment, non. C'est pour améliorer notre façon d'être, notre façon de travailler. Donc moi, je vais leur demander tout ce que l'État met à travers ses partenaires à notre disposition, que nous l'utilisons comme il se doit pour notre propre développement. Depuis le début des activités il y a 2 ans, le projet a fait plusieurs réalisations en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. L'objectif étant de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La réalisation de 2 unités de jardins nutritifs, la construction de 5 magasins de stockage et de warrantage avec aire de séchage, la récupération de 475 hectares de terres dégradées, l'aménagement de 1132 hectares de CS-DRS, la mise en place de 200 unités d'élevage de noyaux de petits ruminants, la réalisation de 91 puits maraîchers, la réalisation de 5 forages pastoraux. Les régions du centre-nord et du Sahel font face à un double défi, le terrorisme avec tout son corollaire et l'insécurité alimentaire. Ce projet financé par la coopération italienne résout en partie les difficultés des populations. Sauver le fleuve Mouhoun de l'ensablement et de la pollution de ses eaux du fait de l'exploitation artisanale de l'or, des pratiques malsaines à éradiquer à temps, prévient l'autorité. Eh bien, les acteurs mènent la réflexion depuis Koudougou pour redonner vie au plus grand fleuve du Burkina actuellement sous menace. Explication de Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Avec les mauvaises pratiques d'orpaillage en amont du fleuve Mouhoun, des résidus toxiques polluent l'eau et dégradent la forêt de Kalio. C'est pour trouver des solutions que les autorités administratives des régions du centre-ouest et de la Boukou du Mouhoun échangent avec les différentes parties prenantes ici à Koudougou. L'atelier a suggéré qu'au niveau central, que les ministères qui sont concernés par cette question
Je voudrais citer ici le ministère en charge des mines, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'eau, puissent en tout cas communiquer sur ce défi qui nous est lancé, afin qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour envisager des solutions durables pour pérenniser le fleuve Mohone. Les orpailleurs présents à l'atelier partagent la même vision. C'est la même population que vous voyez dans les villes qui se retrouve sur le site d'orpaillage. Donc il est temps qu'on cherche la solution pour que vraiment on ne pollue plus de l'eau ou on détruit l'environnement. Et lorsqu'il n'y a pas un bon encadrement, l'environnement sera toujours détruit et sans protection. L'atelier de Koudougou fait suite à la visite terrain organisée par les autorités administratives sur la forêt de Kalio, où elles ont constaté la dégradation avancée des berges du fleuve Mohone. Les conflits communautaires devenus récurrents au Faso préoccupent aussi le PNUD et le HCR. Ces deux institutions onusiennes d'un commun accord ont diligenté une étude pour connaître les vraies causes de ces crises communautaires dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Les résultats de l'étude dans ce reportage de Kassoum Milogo et Ismaël Saturné-Paré. Politiques, ceux liés aux actions des mines ainsi que ceux qui naissent entre agriculteurs et éleveurs sont les 4 principales sources de conflits communautaires dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. C'est ce qui ressort ici, à cet atelier de restitution des résultats de l'analyse des conflits dans ces deux régions. Une étude conjointement commanditée par le PNUD et le HCR, dont l'objectif est d'aider à la participation citoyenne et à la cohésion sociale. Et l'analyse qui a été faite a démontré que les conflits qui sont plus prépondérants dans les deux régions, c'est des conflits fonciers. Bien sûr, les autres conflits viennent avec des proportions faibles. Et je pense que là où les populations vivent, la seule manière de maintenir la paix, c'est d'assurer qu'il y ait une concertation, qu'il y ait une cohésion et qu'on mette en place ce que nous appelons les infrastructures de paix. C'est des outils et des mécanismes qui reposent aussi sur ce que le Burkina a de plus profond. Mais dans la main, le PNUD et le HCR entendent trouver des solutions aux conflits communautaires qui entravent la quiétude de la société. Aussi, une façon pour ces deux institutions de lancer le débat au sein de l'opinion publique, afin que chacun apporte sa contribution pour réussir le pari de la paix et de vivre ensemble. Avant, nous connaissions les conflits agriculteurs-éleveurs qui étaient récurrents, mais de plus en plus, nous avons d'autres conflits. Et c'est en cela que le PNUD a souhaité mener une étude pour permettre au pouvoir public de comprendre exactement quelle est la nature des conflits, comment nous pouvons résoudre ces conflits. Oundé, Banzon, Karangaso Vigué et Sidera Dougou sont les zones concernées par cette étude sur les conflits. Elle a été financée à plus de 480 millions de francs CFA. Après cette étape, les résultats seront transmis aux autorités compétentes pour d'autres actions. Demain, 8 mars, 164e journée internationale de la femme. Des femmes battantes, nous en avons rencontré à l'image de Assetou Oubda, qui depuis près de 10 ans s'est lancée dans la vente en gros des céréales, un métier jadis réservé aux hommes. Dame Oubda s'investit également dans la transformation des produits locaux. Son portrait avec Konsoun Koulibaly et Viviane Tiendrebeogo. Les journées se déroulent presque toujours au pas de course. Entre le bureau où elle reçoit ses partenaires, traite ses dossiers, le téléphone où elle traite ses affaires et les sorties sur le terrain, cette chef d'entreprise est très active. Depuis 2012, Dame Asseta Oubda est dans la vente en gros. La marchandise choisie, ce sont les céréales. Par jour, on peut recevoir plus de 120 à 200 tonnes. Et par mois, on peut écouler à peu près 400 à 500 tonnes. Ça dépend des commandes. Elle a choisi de s'investir sur la qualité des produits que sa structure vend. Elle travaille donc avec un cabinet d'expertise agroalimentaire. Ici, les membres de ce cabinet effectuent les prélèvements nécessaires aux études des denrées avant leur livraison aux clients. En 2014, Dame Oubda s'est lancée dans la transformation
et c'est une autre structure qui s'en occupe. Pour la diriger, Asseta Oubda a fait confiance à une autre femme, Mariette Ouedraogo. La matière première utilisée est exclusivement le maïs, blanc ou jaune. Et par jour, nous produisons 15 tonnes, reparties en 48% grises, 35% germe et sang et 16% farine. À côté de cette usine, des petites mains travaillent pour faciliter les choses. Ce qu'elles gagnent comme rémunération, ça les aide à scolariser leurs enfants, à s'occuper d'elles-mêmes sans problème. Parce que la plupart de ces femmes, ce sont des veuves et des vieilles. Pour l'écoulement de ces marchandises, les nouveaux moyens de paiement sont d'une grande aide. La technologie moderne, actuellement, je peux dire que c'était la solution même qu'on cherchait dès le début. Parce qu'avant, pour se promener avec de l'argent, c'était vraiment compliqué. Mais de là, tu peux envoyer ton partenaire, il regarde son portable, en instant, il récupère et il fait les opérations. Et franchement, ça nous permet de faire nos opérations sans souci et en sécurité. Les deux structures de Mme Asseta Oubda emploient une vingtaine de salariés permanents et une centaine de journaliers. L'uniforme n'est plus la chasse gardée des hommes. Allons à la rencontre du sergent Mariam Zeba, une fantassine de l'armée de l'air. Combattante, elle est de retour de mission à Djibo, chef d'équipe avec des hommes sous son commandement, tout comme le sergent-chef Alimata Sawadogo, technicienne en froid et climatisation chargée de l'installation, de la maintenance et de la réparation des équipements de froid. Deux femmes militaires au parcours exceptionnel. Alidou Badini et Draman Guéni, reportage. C'est une équipe de 7 combattants, tous des hommes. Ils sont aux ordres du sergent Mariam Zeba. Fusilier de l'air, elle a choisi la cellule opérationnelle de l'armée. Ce matin, nous avons pour mission de sortir, amener un individu qui a été appréhendé à la gendarmerie. Okay? La mission, c'est d'être quoi? D'être vigilant et il serait obligé d'être par binôme. Pas de complexe, Mariam fait la même mission que les hommes dans la sécurisation du territoire national. Le sergent est rentré fraîchement de Djibo dans le Sahel après 3 mois de lutte contre le terrorisme. Là-bas, j'étais au niveau de la logistique, j'étais chargé de ravitailler les différents engins qui sortent pour les patrouilles, etc. Et de temps à autre, je viens à Ouagadougou pour les ravitaillements et puis je repars à Djibo. Je suis une combattante sur le terrain et ma spécialité même, c'est l'infanterie. Donc très souvent, elle est amenée à effectuer les opérations de sécurisation du territoire. Voilà, et je pense que de novembre 2020 à février 2021, elle était déployée à Djibo, voilà, toujours dans le cadre de la sécurisation du territoire. Un autre univers où les femmes excellent dans l'armée, le génie militaire. Ouais. Tiens la clé. Donc, comme ça, on a fini d'entretenir le climatiseur. C'est un type armoire, 3 chevaux. Le sergent-chef Alimatou Sawadogo et ses hommes sont en pleine révision des climatiseurs de bureau. C'est son quotidien à la tête d'une équipe composée de garçons. Ça se passe bien. C'est vrai que c'est difficile de voir la femme au-delà de sa féminité, mais avec la détermination qu'on a, le désir de montrer des résultats, bon, je ne dirais pas qu'on s'impose, mais on est obligé de faire avec. Et vraiment, ça se passe bien, je n'ai pas de difficultés avec eux. Ce qui est facile dans ce domaine est que c'est technique. Donc, si tu maîtrises déjà, tu gères facilement les subordonnés. C'est quand tes connaissances sont en dessous des subordonnés que parfois ça pose problème. Le sergent-chef Alimatou Sawadogo est technicienne en froid et climatisation au génie militaire. L'installation, l'entretien et la révision des équipements n'ont plus de secret pour la chef d'équipe.
Autre point de l'actualité, le monde au bout du clic, c'est du réel. Allumer des ampoules, ouvrir les portails ou surveiller votre habitat à distance est possible grâce à l'évolution des technologies. À travers un smartphone, vous pouvez piloter les équipements de votre maison, des maisons intelligentes ou connectées. On en parle dans ce reportage de Urbain Benito Somé et Olo Pouda. Il est une maison comme tout autre habitat et pourtant, c'est une révolution technologique qui se laisse découvrir et apprécier une fois que vous franchissez la porte de la maison connectée ou encore maison intelligente. Je vais demander à travers mon smartphone au climatiseur de se mettre en marche. Là, j'appuie le bouton. Un climatiseur qui fonctionne avec un smartphone en lieu et place d'une télécommande et une porte qui s'ouvre à l'aide des applications mobiles. Nous sommes dans les locaux de l'Agence des technologies de communication et de sécurité. Ici, tout est automatique, programmable et contrôlé. Tu veux ouvrir. Alors vous voyez, je vais laisser la porte entrouverte pour que vous vérifiez. Je vais mettre mon doigt. Je dis que mon doigt n'est pas reconnu. Tant bien que je suis dans le bâtiment, je suis personnel du bâtiment. Mais je n'ai pas accès à ce niveau en réalité. Avec le code, je peux passer, mais avec mon doigt, je ne pourrai jamais passer. Ça permet de hiérarchiser un peu la circulation des personnes dans un bâtiment. Des appareils en réseau, c'est le principe. Pour mieux comprendre le système des logements connectés, nous allons à la découverte de cette maison intelligente en miniature. À partir du smartphone, je vais essayer de commander tout ce qui est interconnecté ici. Et là, je vais allumer la lumière de la terrasse, la lumière du salon, la lumière de la chambre à coucher. Et on va démarrer les brasseurs. Les avantages sont nombreux et touchent aussi bien le volet économique que le confort individuel et la sécurité. On est à mesure à partir de l'interface, commander à distance les climatiseurs, la télé ou bien les lumières. Aussi pour ceux qui font aussi l'irrigation, à distance on peut décider d'arroser en fait les arbres ou bien arroser les fleurs, tout ça, à partir de son smartphone. Au niveau de l'interface, on peut greffer un système de vidéosurveillance. Alors s'il y a un système de vandalisme, ou bien je vais dire des intrus qui viennent pour vandaliser la maison, la caméra peut prendre une photo et puis envoyer directement à la personne désignée au niveau de l'interface. Donc à ce niveau, côté sécurité, je pense qu'on peut vraiment on peut minimiser les risques. Objet de science-fiction, il y a quelques années, la maison intelligente se répand à grande vitesse grâce au progrès de la technologie. Un service de plus en plus accessible à tous. Pour faire une maison connectée, ça ne requiert pas un câblage particulier. Déjà pour les bâtiments qui sont construits avec un système de câblage conventionnel, et au niveau des bâtiments, ils peuvent tous migrer un jour ou l'autre s'ils le veulent en maison connectée. Tout dépendra maintenant de ce que ce client voudra. Est-ce que je voudrais contrôler uniquement les lampes? Je voudrais contrôler les brasseurs, l'éclairage, la climatisation et tout autre équipement électroménager dans la maison. C'est possible, oui. À l'Agence des technologies de communication et de sécurité, le rêve est permis et cette jeune équipe de techniciens s'affaire à dupliquer son expertise afin de permettre aux Burkinabés de posséder la maison du futur. Je le disais en début de journal, déjà 100 ans d'intégration des églises des assemblées de Dieu au Burkina, un centenaire qui mobilise les fidèles. Nous recevons sur ce plateau le pasteur Benjamin Yanogo, responsable à l'organisation des célébrations du centenaire des églises AD. Bienvenue, pasteur. Merci. Pasteur, 100 ans après, comment se portent les AD au Burkina? Nous rendons grâce à Dieu parce que l'église des assemblées de Dieu se porte bien. Et 100 ans après, elle continue son chemin et elle fait son travail dans la nation. Êtes-vous satisfait ou pas du niveau atteint par les églises aujourd'hui, du point de vue croyance?
Nous sommes satisfaits de l'engagement des fidèles, mais je crois qu'en toute chose, on doit pouvoir aller plus loin. Donc nous pouvons encore faire mieux. Donc c'est pourquoi nous avons choisi de nous arrêter, nous encourager et en tout cas continuer de plus belle dans notre mission. Quel rôle l'Église a-t-elle joué dans la société burkinabé au sein de laquelle on peut dire qu'elle a réussi à s'intégrer? L'Église a joué un grand rôle au niveau social. L'Église a joué un grand rôle dans... D'abord, le syllabaire en Morée a commencé avec l'Église Assemblée de Dieu, avec nos missionnaires dès les années 20. Et l'Église a joué un grand rôle dans les questions de la femme, telles que les mutilations génitales et la libération même de la femme pour qu'elle puisse vivre sa foi librement et épouser qui elle veut, et ainsi de suite. L'Église a joué aussi un grand rôle dans le développement. Et partout, nous voyons que là où il y a des pasteurs, ils vont travailler à ce que le milieu puisse avoir une école, qu'on puisse avoir des moulins et que l'on puisse avoir des barrages. L'Église a joué un grand rôle pour que, effectivement, partout, là où se trouve l'Église, qu'elle puisse aider la population à se développer. Le vivre ensemble a été fragilisé au Burkina de nos jours. Comment se comporte l'Église actuellement? Ça, c'est une belle question. Lorsque nous avons commencé la célébration du centenaire, nous avons donné l'orientation à toute l'Église de travailler à ce que le vivre ensemble soit réellement ce qu'il doit être dans une nation telle que le Burkina Faso. Alors nous avons invité donc les églises à aller rendre visite aux autorités coutumières, rendre visite aux autorités administratives et travailler à ce qu'il y ait un bon brassage dans les sociétés, que ce soit dans les villages ou dans les villes, partout on a ainsi travaillé. Et nous avons même encouragé nos fidèles à avoir des activités de développement dans leur village, quartier, pour que l'Église soit réellement un facteur de développement et un facteur de cohésion sociale. Et partout où nous avons fait, par exemple, la route de la mission, nous sommes allés vers les chefs, les autorités coutumières pour les saluer, et ça a été quelque chose de fabuleux, quelque chose de vraiment agréable, parce que les chefs, les rois ont réellement aimé ce que nous avons fait, et cela a aidé à comprendre que l'Église n'est pas venue pour diviser, mais l'Église est venue pour souder, pour créer une relation entre les hommes, pour créer la vie et la paix parmi les communautés et dans les villages et les villes. Pasteur Yanogo, on note que ce centenaire est célébré autour du triptyque réforme, réveil, rayonnement, ou les 3 R. Oui. Qu'entendez-vous par ce thème-là? Ok. Lorsque vous lisez la Bible, il est question dans Acte 1, verset 8, de ce que le Saint-Esprit doit réaliser pour que le monde soit sauvé. Et tout part de la parole de Dieu. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il est important d'insister sur la parole de Dieu, puisque c'est la parole qui permet de découvrir le caractère de Dieu et d'agir comme Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu qui donne, le Dieu qui accompagne, le Dieu qui protège. Donc, les 3 R, c'est pour inviter le peuple de Dieu à se concentrer sur la parole de Dieu pour aider l'ensemble des chrétiens à marcher conformément à la parole de Dieu. Et lorsque les gens marchent selon la parole de Dieu, ils sont intègres, ils sont travailleurs, ils sont des facteurs de développement. Et ensuite, cela va susciter aussi une vie de prière selon la parole de Dieu. Parce que la prière est faite pour aider l'homme et pour le mettre en relation avec Dieu. Donc, nous avons insisté sur la parole qui va conduire au réveil grâce à la prière et l'action du Saint-Esprit. Et si donc la parole et la prière jouent leur rôle, automatiquement l'Église va rayonner et montrer le vrai visage que Jésus a voulu que l'Église ait dans le monde. Jésus est venu pour le salut des âmes, il est venu pour la paix des hommes, il est venu pour que le monde soit sauvé, déjà vivre bien sur la terre et ensuite aller dans l'éternité de gloire pour vivre avec Dieu toujours. On est bien dans la spiritualité. Dimanche prochain, le 14 mars précisément, interviendra la cérémonie officielle de ce jubilé. Qu'est-ce que les églises AD donnent à voir au Burkinabé? Ok, nous avons prévu, d'abord on aura un culte où nous allons célébrer le Seigneur
avec les autorités de la nation et nous voulons que, effectivement, tous ceux qui viendront comme invités puissent comprendre que l'Église est là pour bénir la nation. Et l'Église va continuer de jouer son rôle dans la nation. Et tous ceux-là qui sont engagés dans la vie de l'Église sont là pour qu'il y ait une bonne cohésion sociale. Nous sommes dans ce pays plusieurs communautés et l'Église est là pour que, effectivement, ces communautés vivent ensemble, travaillent ensemble et développent la nation. 100 ans après, quelle perspective pour les églises AD? Ok. 100 ans après, nous croyons que nous allons briller encore davantage. Nous allons briller encore davantage. Pourquoi? Parce qu'en invitant à la parole de Dieu, nous voulons vraiment voir le caractère de l'homme. Le caractère de l'homme, l'homme doit être bon. L'homme doit être bon avec son prochain. Et nous voulons travailler. Et c'est ce que nous entrevoyons à travers tout ce qui a commencé, que partout où il y a une église, qu'il y ait la paix dans cette communauté. Merci, pasteur Benjamin Yanougo, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le responsable à l'organisation des célébrations du centenaire des églises des assemblées de Dieu. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Le syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire a tenu cette semaine son 6e congrès ordinaire à Ouagadougou. Un congrès pour faire le bilan des acquis et se projeter dans l'avenir. En 2 ans d'existence, le SINAJSP retient entre autres comme acquis la réintégration d'agents révoqués et l'acquisition de matériel spécifique. Césaire Carrefour, Sékou Zango. Le syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire, SINAJSP, fait ici une halte pour dresser le bilan de 2 années d'activité. À travers ce 6e congrès ordinaire, cette association note des acquis engrangés au profit des agents de la sécurité pénitentiaire, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les défis restent énormes pour ce corps de métier dans un contexte de sécurité difficile. En ce qui concerne notre carrière, il y a beaucoup de points qui sont toujours en suspens. Notamment, on a des indemnités telles que les indemnités de risque, les indemnités de charges pénitentiaires et la progression, les avancements. Il y a aussi que notre statut même demande une relecture. Présents à l'ouverture de ce congrès du SINAJSP, des représentants de syndicats apportent leur soutien aux actions de l'association. Syndicalisme et discipline au sein des forces de sécurité intérieure, c'est le thème de ce congrès, un congrès qui sera sanctionné par le renouvellement du Bureau national. Dans le registre santé, une vingtaine de prothèses mammaires ont été remises hier par l'association Zéro Cancer Féminin au profit des femmes atteintes du cancer du sein. Un lot de matériel acquis dans le cadre d'un projet dénommé Je reste femme. La remise du don intervient à la faveur de la 164e journée internationale de la femme. Roger Kam, Monira Keri. Ces prothèses mammaires et soutien-gorge sont remis dans le cadre de la campagne Je reste femme. C'est le fruit d'une collecte de fonds et de prothèses initiée à travers le monde par l'association Zéro Cancer Féminin. Il y a des femmes qui ont subi la mastectomie, qui ont besoin de prothèses mammaires qu'on ne trouve pas sur place au Burkina. Et avec l'aide de Madame Saralta Jacqueline qui est au Canada, avec d'autres donateurs internationaux, avec des sociétés comme Medicus et Amwena qui sont au Canada, nous avons réussi à faire une collecte de prothèses mammaires et que nous allons ensuite offrir à des femmes qui ont subi la mastectomie. La mastectomie est une opération chirurgicale qui consiste en une ablation partielle ou totale d'un sein. Et avec ces prothèses et soutien-gorge, ce sont 21 femmes qui auront de quoi rééquilibrer leur silhouette. Le cancer n'a pas qu'un visage féminin. Le cancer, il a un visage masculin également. Et le cancer, aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça peut être toi, demain, ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est concerné par cette cause-là. L'association Zéro Cancer Féminin s'est donné pour mission de sensibiliser sur la prévention et la prise en charge des différents types de cancers chez la femme, en particulier le cancer du sein et celui du col de l'utérus.
Dans l'actualité internationale, il faut que les armes se taisent et que règne la paix. C'est le message du pape François en Irak. Prière à Our samedi, ville d'Abraham, en faveur de la liberté et de l'unité, afin de mettre fin aux guerres et au terrorisme. Hier, le souverain pontife a aussi rencontré le grand ayatollah chiite Ali Sistani, lui aussi engagé pour la paix et la sécurité des chrétiens d'Irak. Suivons. Le pape François a célébré la première messe en public de son voyage en Irak ce samedi en fin de journée. Elle s'est déroulée en l'église Saint-Joseph dans le centre de Bagdad. Une messe de rite oriental traduite en arabe et en araméen. Plus tôt dans la journée, le souverain pontife s'est rendu en pèlerinage à Our, ville natale d'Abraham, pour prier en faveur de la liberté, de l'unité et de la fin du terrorisme. Il a tenu à prier aux côtés de dignitaires yazidis, sabéens et musulmans chiites et sunnites. Nous, les croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Le pape s'est ensuite envolé pour la ville sainte chiite de Nadjaf pour une rencontre historique. Le souverain pontife s'est entretenu pendant 50 minutes et à huis clos avec le grand ayatollah Ali Sistani, âgé de 90 ans. Le grand ayatollah, qui est la référence religieuse pour les 200 millions de chiites à travers le monde, a dit qu'il était engagé pour garantir la paix, la sécurité et tous les droits constitutionnels aux chrétiens d'Irak. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre journal. À bientôt.